Nous allons donc entreprendre les travaux de cette deuxième séance du séminaire de la voie démocratique sur un siècle du colonialisme français au Maroc. Deuxième partie sur le thème vers la fin de la France coloniale. Donc nous aurons sur l'histoire coloniale de la France Alain Lucio, historien, spécialiste des questions coloniales. Moustapha Brahma, membre de la direction nationale de la voie démocratique, sur la question quelle indépendance pour le Maroc aujourd'hui. Et enfin, Alain Juby, que vous connaissez, dirigeant national de NPA, sur le thème de la gauche française et la question coloniale au Maroc. Pour ma part, en guise d'introduction, et pour vous présenter une introduction quelque peu originale, enfin, au moins j'aurais essayé, je voulais vous dire quelques mots. Je suis allé chercher un ouvrage d'histoire scolaire daté de 1925, publié pour les classes de philosophie. Le chapitre qui traite des puissances européennes en Afrique décrit ce que l'auteur appelle les explorations africaines et les grandes découvertes. Les mots sont importants, n'est-ce pas? La colonisation dans cet ouvrage est une œuvre française, une conquête, une pacification, un apport de civilisation. On y décrit par le menu dans cet ouvrage scolaire les possessions françaises, les réformes, les grands travaux, les protections, l'engagement d'hommes possédant à un plus haut degré le génie du commandement. On apprend rien des peuples colonisés, de leur vie, de leur organisation politique, sociale, économique et culturelle. Mais on y découvre les exploits des colonisateurs, militaires et politiques, comme les acteurs d'une aventure noble et positive, entre guillemets, naturellement. Pas un général ne manque à l'appel, et on en apprend aussi beaucoup sur les accords et les partages de territoires colonisés entre puissances européennes. Ce manuel est ainsi écrit pour montrer que la France tient sa place avec force et honneur, entre guillemets toujours. Je cite une courte phrase pour vous mettre un peu dans le climat. Je cite donc: la France occupe dans le nord, l'ouest et le centre du continent africain la première place. Ses colonies et ses protectorats forment un immense et riche domaine ouvert à sa civilisation et à son activité commerciale et industrielle. Inauguré par le gouvernement de Charles X en 1830, développé par les régimes suivants, il a pris une grande extension sous la Troisième République avec les conquêtes de la Tunisie, de l'Afrique occidentale et de Madagascar et de l'organisation du protectorat du Maroc. Fin de citation. Voilà donc comment, en 1925, on explique et on entretient comme une fierté nationale des conquêtes dont ni la légitimité, ni les objectifs réels, et encore moins la violence et l'arrogance, ne sont aussi peu que ce soit mis en question. C'est donc ainsi pendant des dizaines d'années qu'on a formé en France des élèves de terminale pour devenir des citoyens et souvent des cadres d'une république en principe libératrice et égalitaire. Cet ouvrage d'histoire n'est pas un objet de musée. Il fut utilisé par la génération qui m'a précédé, celle de mon père. Il en exista peut-être à l'époque de moins réactionnaires, je n'ai pas pu vérifier, mais il n'est donc pas étonnant qu'on puisse rencontrer en 2005 des personnes et même des élus de la nation française capables de valoriser ce qu'une certaine loi osa nommer les aspects positifs de la colonisation. Avant que le président de la République de l'époque ne réagisse pour faire supprimer cette consternante formule héritière en ligne directe d'un vocabulaire colonialo-patriotique et d'une histoire de longue durée. Le sentiment et la conviction profonde et durable, quasi naturelle, de la supériorité du colonisateur a fait que le rapport colonial, dans ce qu'il établit comme domination, exploitation, suggestion, fut longtemps considéré comme normal. Voici comment, cependant, ce même manuel d'histoire décrit les règles de ce protectorat français au Maroc tel qu'il fut issu du traité de Fès. Donc, je cite encore, là ce sera un tout petit peu plus long. Donc, citation: à la suite de ces accords internationaux reconnaissant à la France sa liberté d'action, le sultan accepta notre protectorat. La France lui garantissait son autorité religieuse, le libre exercice de l'islam et le fonctionnement régulier de ses institutions.
Elle pouvait procéder aux occupations militaires qu'elle jugerait nécessaires, au maintien de l'ordre et à la police du territoire et des eaux marocaines. Elle devait être représentée au Maroc par un commissaire résident général, investi de tous les pouvoirs et seul intermédiaire entre le gouvernement chérifien et les agents étrangers, donnant le visa à tous les décrets du sultan. Celui-ci s'engageait à ne conclure aucun acte international, à ne contracter aucun emprunt et à n'accorder aucune concession sans l'assentiment de la France. Les deux gouvernements se réservaient de procéder d'un commun accord à la réorganisation financière du pays. La grande œuvre de l'établissement de notre protectorat et de la mise en valeur du Maroc est poursuivie depuis plusieurs années par l'activité aussi ferme qu'intelligente de notre résident général, le général Léotet. Fin de citation. La description semble assez précise pour un manuel d'histoire terminale et montre bien la réalité du rapport colonial dans lequel disparaissent les droits et la souveraineté d'un peuple colonisé, en l'occurrence le peuple marocain. J'ai pensé à cela notamment en deux occasions assez particulières, en tout cas pour la première. Il y a quelques années, en délégation au Maroc, pour le Parti communiste français, avec un autre camarade, je me suis rendu à l'ambassade de France à Rabat. Un diplomate nous fit visiter les locaux de l'ambassade et, non sans une petite fierté, nous montra, placé pour être assez bien vu, comme un patrimoine légué par l'histoire, la valise de Léotet. Comme si Léotet était une sorte de gloire de la République, dont le moindre objet lui ayant appartenu méritait aujourd'hui encore d'être montré comme la métaphore d'une grande aventure coloniale. Plus récemment, vous aurez tous noté l'hommage rendu par François Hollande à Jules Ferry, deuxième événement. Certes, le nouveau président, il faut être juste, prit soin de prendre ses distances avec l'œuvre coloniale de Jules Ferry, mais tout de même n'est-il pas significatif que l'on puisse ainsi prendre pour référence éthique et politique un des plus fervents protagonistes du colonialisme dans l'histoire de France. Jules Ferry, en effet, fut un ardent partisan du renforcement de l'expansion coloniale et même un des principaux théoriciens de l'impérialisme colonial français. On l'appela même le Tonquinois. Il déclara à l'Assemblée nationale le 28 juillet 1885 vouloir, je cite, civiliser les races inférieures. Cohérent avec lui-même, son choix d'une France laïque et d'une éducation républicaine était aussi particulièrement conservateur. Il fut d'ailleurs un anticommunard et un adversaire déclaré de l'insurrection des fédérés. Il eut cependant quelques députés quand même à l'Assemblée pour lui rétorquer, je cite, qu'il justifie l'esclavage et la traite des nègres, fin de citation. Tout cela me conduit à constater qu'au fond, nous ne sommes pas encore sortis du colonialisme. L'histoire du colonialisme est une histoire concrète, une période spécifiquement violente, envahissante et sans complexe du capitalisme et d'un rapport de classe et de domination qui a, par la force et par la guerre, structuré le monde et les relations internationales jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle. En quoi cette histoire n'est-elle pas terminée? Cela mériterait en soi des études et des réflexions allant bien au-delà de ce que je peux vous dire ici en introduction de façon courte. Disons d'abord que le temps des dominations et des rapports de prédation et de dépendance économique et politique se prolonge aujourd'hui sous d'autres formes plus complexes. Lorsque l'accord Union européenne-Maroc, dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, installe une zone de libre-échange entre l'Europe et ce pays, qui reste un pays en développement parmi les moins avancés, c'est clairement pour bénéficier non pas simplement d'un débouché, comme au temps de Jules Ferry, mais aussi d'une zone d'investissement et d'exploitation du travail, une ère d'influence politique et de positionnement stratégique. Le Maroc a d'ailleurs obtenu un statut spécial dit avancé vis-à-vis de l'Union européenne. Là encore, les formes et les mécanismes diffèrent assez différemment, assez radicalement, dans un pays formellement indépendant, mais le rapport de domination économique demeure. Notons au passage que le cadre européen, aujourd'hui commun, de ce nouveau rapport colonial ou néocolonial. Notons aussi que
l'exigence du maintien et de la pérennité de ce rapport néocolonial implique un soutien indéfectible de la France à l'occupation militaire et coloniale au Sahara occidental par le Maroc et son régime, si attaché au pouvoir et aux intérêts français, et dont la stabilité de ce régime est liée à ce rapport d'occupation et de colonisation au Sahara occidental. Il y a ensuite une autre raison pour laquelle on peut dire que l'histoire du rapport colonial n'est en quelque sorte pas terminée. Une raison plus idéologique. J'ai commencé par là en rappelant la façon comment là, les consciences peuvent être formatées dans un système, et pas seulement un système éducatif, qui formule, qui structure et qui adapte une idéologie dominante pour les nécessités politiques, institutionnelles qui sont les siennes. Le capitalisme a besoin de murs, de barrières, de frontières physiques, administratives, idéologiques. Il a besoin d'ennemis et de menaces pour dévier contre d'autres acteurs les critiques, les contestations, les luttes, les mobilisations qu'il suscite, qu'il a suscité de tout temps, mais qu'il suscite aujourd'hui d'autant plus fortement que les peuples ne supportent plus, ou de moins en moins bien, les politiques qu'on leur impose. C'est une raison essentielle des luttes en Europe, mais aussi des évolutions remarquables en Europe, en Amérique latine, depuis les années 90, et des soulèvements dans le monde arabe, de ce qu'on appelle le printemps arabe. On voit d'ailleurs comment des mobilisations importantes et, espérons-le, prometteuses, nous y croyons, se développent au Maroc, avec en particulier l'action du mouvement du 20 février. Face aux conséquences de sa propre crise au sud, notamment dans le monde arabe, les dirigeants capitalistes occidentaux ont besoin des murs et des politiques sécuritaires quand ce ne sont pas des interventions militaires et des guerres. L'esprit du colonialisme, les idéologies du racisme, de l'identitaire et de la xénophobie, les thématiques du mépris ou de la peur, la thèse du choc des civilisations, tout ça nourrit les choix de la force, de l'autoritarisme, de l'inégalité, d'un droit, entre guillemets, du plus puissant à l'exploitation et à la domination. Il y a donc une sorte de parenté historique entre l'idéologie coloniale véhiculée par Ferry et Lyautey et la façon dont Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et bien d'autres ont instrumentalisé les référents ultra-réactionnaires de l'extrême droite contre l'immigration, contre l'islam notamment, contre ce que l'on peut désigner comme des valeurs universelles et les références progressistes et de gauche qui s'y rattachent. Je veux donc souligner, pour essayer de conclure, à quel point la responsabilité de la gauche est considérable. On ne peut pas, on ne doit pas considérer le colonialisme comme une page d'histoire qui serait désormais tournée. Il n'y a pas eu, si l'on peut dire ainsi, de rupture fondamentale. Et pas seulement parce que certains, plus nombreux qu'on croit, considèrent cette période comme une sorte de patrimoine historique, servent dépasser les glorieux en son temps. Le mythe des aspects positifs du colonialisme, en effet, n'est pas encore mort. Cette histoire coloniale perdure parce qu'elle est utilisée, transformée, instrumentalisée dans des modes de gestion de la crise du capitalisme aujourd'hui. Ce dont témoignent l'effort récurrent pour jeter la confusion dans les mémoires, effacer les spécificités des périodes historiques, par exemple, en faisant du 11 novembre une journée d'hommage à tous les morts pour la France, comme s'il n'y avait qu'un seul récit national et patriotique possible d'existence. La rupture est donc encore à réaliser. C'est effectivement la grande responsabilité qui est la nôtre, unir, rassembler notre peuple, nos peuples, en Europe, en Méditerranée, pour que Lyautey et sa valise idéologique et politique enfin laissent la place au peuple. Donc, je n'ai pas pris le manuel avec moi parce qu'il est en décapilotable, il est trop vieux, mais faites-moi confiance, il vaut le coup d'être lu. Donc, je donne maintenant donc, la parole à l'orateur suivant, en suivant l'ordre qui nous a été proposé, à Alain Ruscio, donc, sur